Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la franc-maçonnerie. Alors, la franc-maçonnerie à laquelle j'ai appartenu 17 ans est quelque chose qui est souvent mal compris, mal interprété, déformé, exagéré. Donc, je vous propose de faire le point sur qu'est-ce que la franc-maçonnerie, son origine, sa revendication, sa philosophie, sa volonté. Y a-t-il un projet caché de contrôle du monde? La franc-maçonnerie est-elle une organisation satanique, mondialiste? Et qu'est-ce que c'est que réellement, en fin de compte, cette organisation secrète? Alors, d'un point de vue historique, la franc-maçonnerie a toujours plus ou moins existé, puisqu'il s'agit d'une sorte de quête gnostique. Alors, il faut parler un peu de la gnose. La gnose, c'est la connaissance, ça veut dire être curieux, chercher la connaissance, pourquoi nous sommes là, quel est le sens du monde. Y a-t-il un Dieu, des dieux, pas de Dieu, etc., etc. Alors la gnose a toujours existé. La gnose, depuis que l'homme a des facultés cognitives, il s'interroge. Il s'interroge sur le monde, son origine, et son créateur, et ainsi de suite. Donc la quête gnostique a toujours existé et existera toujours. Elle a plusieurs formes. Elle est pré-chrétienne, pré-juive. Je veux dire, c'est quelque chose qui a toujours existé. Hein. Que ce soit en Égypte, que ce soit en Perse, que ce soit en Asie, en Chine, en Amérique, la gnose a toujours existé. Ensuite, les sociétés secrètes ont également toujours existé. Vouloir faire partie, entre guillemets, d'une élite, parce que la franc-maçonnerie, c'est appartenir à une organisation, on va dire, secrète, avec une vocation initiatique. Donc, on va acquérir une connaissance gardée pour les initiés. Bon, ça, c'est un peu l'idée générale qu'on a de la franc-maçonnerie. Mais son origine est beaucoup plus simple. En réalité, ça a été déformé au XVIIIe siècle. Alors, je vais parler de la franc-maçonnerie que je connais. Il y en a d'autres. Il y a énormément de franc-maçonneries différentes. Il y a différents courants. C'est complexe. Ce n'est pas une franc-maçonnerie. Il y a des francs-maçonneries. Alors moi, celle auquel j'ai appartenu, c'était la Grande Loge nationale française, avec un rite extrêmement particulier, qui est un rite chrétien, qui s'appelle le rite écossais rectifié, qui est un rite christique. Alors, dans la franc-maçonnerie régulière, lorsque vous êtes initié, il faut prêter serment sur la Bible. Et au rite écossais rectifié, c'est sur Saint Jean. Hein, on en reparlera après parce que c'est important, c'est un détail important. Alors, l'origine de la franc-maçonnerie, c'était les bâtisseurs, c'était les maçons libres du Moyen-Âge, avec une origine particulière liée à l'Écosse. Alors, l'origine la plus ancienne, les traces les plus anciennes qu'on peut retrouver, c'est à Kilwilling en Écosse. C'est un monastère construit par les bénédictins au XIe, XIIe siècle. Alors, ces moines, qui étaient des ingénieurs, des bâtisseurs, utilisaient et formaient des ouvriers. Donc c'était les guildes des tailleurs de pierre, les guildes des constructeurs. Et la première loge historique, alors une loge c'est quoi? C'était à l'époque là où les maîtres initiaient
l'apprenti, hein, qui devenait compagnon et ensuite maître, et le maître, c'est lui qui traçait, hein, et donc il traçait les plans, c'était l'architecte en quelque sorte. Hein. Donc ces bâtisseurs étaient cooptés par ces moines, et à Killwilling, vous avez la loge Mother, c'est la loge 0, ça serait la première loge maçonnique, opérative bien évidemment, hein, opérative, où les compagnons se regroupaient suivant des rituels, alors je le répète, chrétiens, c'est important, parce qu'après on va parler de la Kabbale et d'autres choses, mais sans doute avec peut-être un côté un peu gnostique sur Saint Jean le Baptiste, etc. Bon. Toujours est-il que c'était tout à fait catholique. Hein. Les moines bénédictins sont des catholiques. Il n'y avait rien de bien complexe, c'était assez simple. C'était des guildes de compagnons, de tailleurs de pierre, de bâtisseurs, qui travaillaient pour les moines. Et également pour les seigneurs, bien évidemment. Alors ça, c'est l'origine la plus ancienne qu'on ait d'un point de vue historique en Écosse. Voilà, 12e siècle, Killwilling, les moines bénédictins, venus de France. Hein. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais enfin, voilà, hein, c'est les Normands, etc. Hein. Ensuite, ces courants, il est possible que certains courants francs-maçonniques se réfèrent à des choses plus anciennes comme les Esséens, des courants un peu gnostiques. Hein. Les Esséens, c'est cette secte, c'est les manuscrits de la mer morte retrouvés dans les années 70, si je pense, si je ne dis pas de bêtises, et qui ont une approche un peu gnostique dans le sens où c'était une secte pré-chrétienne. Hein. Jésus aurait, enfin c'était une secte juive bien évidemment, mais qui se détachait un peu des pharisiens. Jésus aurait peut-être appartenu à cette secte. Bon, tout ça est très hypothétique, mais les Esséens ont existé. Hein. Alors, dans les premiers courants chrétiens, ce qu'il faut bien comprendre également, c'est qu'il y en avait beaucoup. Il y avait des courants très différents les uns des autres, hein, comme les Ariens qui occupaient toute une partie de la France. Hein, c'est Clovis qui a bâti l'Église catholique en France, hein, mais on aurait pu être arien, c'est-à-dire ne pas croire en la divinité de Jésus-Christ, qui était pour les Ariens un prophète, comme un autre, une personne, un prophète, voilà, un humain, et non pas le Fils de Dieu. Mais voilà, le catholicisme a prédominé, ensuite un peu éliminé tous les autres courants, et le dernier étant les cathars, qui sont aussi un peu liés à la franc-maçonnerie, on mélange souvent. Alors les cathars, ce qu'il faut bien comprendre, les cathars, c'était quelque chose qui était quand même, qui occupait toute une partie du sud de l'Europe. Hein. C'était l'empire bulgare. Enfin, c'était quelque chose qui allait de l'Europe de l'Est jusqu'à le sud de la France. C'était quand même assez développé. Et les cathars sont des gnostiques dans le sens où, pour eux, il y a le dieu du bien et le dieu du mal. Alors, le dieu du mal, c'est le dieu de l'Ancien Testament, donc le dieu des Juifs, de la Torah. C'est le Dieu créateur, c'est le Dieu qui a créé la matière, hein, dans laquelle nous sommes, pour eux, enfermés. Mais nous avons notre divinité, nous avons chacun une part de divinité qu'il faut essayer de chercher pour rejoindre le Dieu du bien, qui est un Dieu non matérialiste et qu'il faut essayer de retrouver, dans lequel il faut essayer de se réincarner. Alors, gardez cette notion en tête, puisque nous allons l'évoquer plus tard. Donc, le Dieu du mal, c'est le Dieu créateur, c'est la terre, etc. Et le Dieu du bien, c'est un Dieu lointain,
de lumière, on va dire, de bien, mais qui ne s'occupent pas de la terre ou du matériel. Voilà. Et les chrétiens, enfin les juifs, les chrétiens et les musulmans, pour les cathares, vénèrent donc le dieu du mal, hein, le dieu de la matière, le dieu qui a créé la matière. Hein. Alors ça, c'est une notion purement gnostique, mais qui n'est pas forcément franc-maçonnique. Hein. La franc-maçonnerie, en fait, tu mélanges beaucoup de choses, et une fois de plus, il y a vraiment beaucoup d'écoles. Hein. Vous allez trouver des francs-maçonneries avec des rites très spécifiques. Voilà, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Alors, ensuite, en Écosse, ces maçons opératifs se sont développés avec leur système de loge, leurs 3 grades, hein, donc apprenti, compagnon et maître. Et ensuite, il y a eu William Shaw en Écosse qui a les statuts Shaw au XVIe siècle. Sous l'impulsion du roi d'Écosse, il a fallu faire une sorte de recensement de tous les compagnons. Comme les compagnons ne savaient pas écrire à l'époque, c'est peut-être le début de l'ouverture de la franc-maçonnerie opérative aux non-opératifs. D'accord ? Parce qu'il a fallu faire rentrer dans les loges des gens sachant écrire, tout simplement. Hein, donc plutôt de la noblesse, et qui pouvaient donc écrire et faire le recensement, et c'est sans doute le début de la franc-maçonnerie spéculative, on va dire. Hein. Alors voilà, donc ça c'est les statuts Shaw, et on retrouve les traces de loges, parce qu'après ça a été écrit, on a les traces, voilà, d'accord. Donc ensuite, donc c'est en Écosse. En Angleterre, il y avait également des loges, hein, également, peut-être pas en France réellement, mais enfin il y avait des compagnonnages hein, dans toute l'Europe. Hein, donc il y avait ce système-là également. Mais c'est en Écosse où des non-opératifs ont commencé à rentrer dans les loges pour tout simplement pour faire le secrétaire, hein, pour écrire, pour faire les rapports. Et ensuite, un peu plus tard, il y a eu en 1717 à Londres un prêtre, un protestant, Anderson, un Écossais, avec un Français, hein, des Huguenots français immigrés en Angleterre, qui ont fait les statuts définitifs de la franc-maçonnerie moderne en 1717. D'accord ? Et ça, c'est les statuts, vous pouvez les trouver, il faut les lire, vous verrez qu'il n'y a rien de transcendant, voilà, c'est quelque chose qui a été, je pense, voulu. Rappelez-vous que le XVIIe siècle, c'est pas très loin de la remise en question de l'édit de Nantes. Ça veut dire quoi ? Vous savez qu'en 1785, hein, l'édit de Fontainebleau défait l'édit de Nantes, et c'est-à-dire que les protestants en France sont chassés de nouveau. D'accord ? Donc il y a une nouvelle vague qui va partir, notamment en Angleterre. Et la franc-maçonnerie de 1717, c'est des protestants qui ont voulu, à mon avis, transcender la religion, c'est-à-dire faire quelque chose qui puisse réunir les hommes dans une école spirituelle aussi bien catholique que protestant. Alors il faut faire un petit point parce qu'il faut quand même comprendre que les guerres de religion en Europe ont été quelque chose qui a profondément marqué notre histoire. Et c'est ce pasteur Anderson a sans doute, avec monsieur Jean-Théophile de Sagulier, un autre protestant, d'origine française, aussi pasteur, ont voulu, à mon avis, faire une école spirituelle, toujours chrétienne, hein. Il faut bien comprendre que c'est chrétien, mais qui a voulu un peu
transcender les clivages religieux en s'inspirant également de l'Ancien Testament talmudique pour pas créer une nouvelle religion, mais créer une école spirituelle qui puisse réunir, à cette époque-là, on parlait des protestants et des catholiques, hein, certainement pas des musulmans et pas des juifs, mais qui a pu réunir ces deux courants dans une nouvelle école spirituelle. Alors, maintenant, comme ce sont des protestants, et que les protestants, par opposition aux catholiques, se sont retournés vers l'Ancien Testament. Ça, il faut bien le comprendre aussi. Hein. C'est que les protestants, pour se distinguer des catholiques, ont réintégré l'Ancien Testament réellement dans leur rite. Donc, la franc-maçonnerie faite par des protestants, les statuts écrits par des protestants, qui n'était pas le cas de la maçonnerie écossaise, hein, qui était d'origine tout à fait catholique. Hein. Mais se sont inspirés de l'Ancien Testament, du temple du roi Salomon, de l'architecte. N'oubliez pas que la franc-maçonnerie a pour origine les guildes de bâtisseurs, d'accord ? Mais ce n'est pas quelque chose qui va dans le sens kabbalistique ou pro-juif. Non, ils s'inspirent de l'Ancien Testament puisque ce sont des protestants. Maintenant, il y a un peu plus tard, donc la maçonnerie est importée en France, notamment par les militaires écossais et irlandais. Il y a différents rites qui vont être créés, le rite français entre autres, etc. Mais bon, je ne rentre pas dans tous ces détails. Mais voilà, donc la maçonnerie évolue, c'est une école spirituelle, chrétienne, il faut être croyant, il faut être gentleman, c'est interdit, c'est écrit en 1717, hein, au XVIIIe siècle. Donc bien évidemment, les Noirs, les personnes de basse extraction, etc. ne peuvent pas adhérer à la franc-maçonnerie. Hein. C'est d'époque, hein, c'est pas du racisme. C'est comme ça, c'était tout simplement normal à cette époque-là. Hein. Et les Juifs aussi n'étaient pas admis, hein, ça il faut le savoir. Alors, un peu plus tard, après, bon, il y a différents courants qui vont exister, mais en France, donc dans la maçonnerie dans laquelle moi j'ai appartenu, qui est une maçonnerie chrétienne, voire templière, donc on va en parler un petit peu, un peu plus tard, va arriver alors, c'est l'époque... Alors, on va faire un petit point historique. Donc, il y a le siècle des Lumières. Il y a une forte opposition contre le catholicisme en France. Une sorte de réaction, de contre-réaction. Mais la franc-maçonnerie va diverger en différents pôles. Donc un pôle qui va être, on va dire, anticlérical ou anti-religieux, révolutionnaire si vous voulez, mais il va y avoir une maçonnerie qui va se créer en contre-réaction, une maçonnerie on va dire plus traditionnelle. Donc ça c'est Joseph de Maistre. Hein. Joseph de Maistre, c'est le philosophe de la tradition. Hein. Donc ça, c'est le XVIIIe siècle. C'est vraiment, lui, va apporter c'est un catholique, hein, c'est un religieux, enfin, c'est un croyant, et va établir cette notion de tradition, de traditionnalisme, et par rapport à ça, va apparaître des courants franc-maçonniques chrétiens, inspirés par les Templiers. Hein, puisqu'en Allemagne, il y a pas une maçonnerie, mais une sorte de société secrète de la stricte observance templière, avec le baron von Hund, qui se réclame d'avoir reçu un héritage templier par l'Écosse. Alors pourquoi? Là, il faut faire une petite parenthèse historique. C'est que quand Philippe le Bel a fait arrêter tous les Templiers, il a sans doute eu des fuites, et la flotte templière quitte La Rochelle quelques jours avant l'arrestation, et se réfugie en Écosse. Pourquoi? Pas simplement parce que l'Écosse
et n'a jamais fait arrêter aucun Templier. Les Templiers avaient une relation avec l'Écosse, puisque le fondateur des Templiers, Hugues de Pins, avait de la famille avec les Sinclair. D'accord ? Il y avait eu des mariages donc en Écosse. Donc la flotte templière s'échappe en Écosse. Les Templiers n'ont jamais été inquiétés en Écosse, n'ont jamais été arrêtés. C'est la fameuse Rosine Chapel des Sinclair. Bon, pour moi, c'est un peu une invention, tout ça. Hein, c'est pas une arnaque, mais enfin, c'est un peu. Il faut voir cette. Je ne vais pas en parler ici, mais bon, je vous mettrai quelques photos éventuellement. Mais bon, voilà. Toujours est-il que les Templiers se sont certainement réfugiés en Angleterre, au Portugal aussi, hein, certainement, et que donc ce baron von Hund de la stricte observance templière se dit avoir reçu un héritage philosophique, spirituel, secret des Templiers via les Stuarts, hein, les Sinclair et les Stuarts en Écosse, depuis l'Écosse. Toujours est-il que ce monsieur crée cette société secrète et un certain Villermoz va y adhérer. Et ce monsieur qui est un Français, Jean-Baptiste Villermoz, va ensuite se détacher un peu du baron von Hund, de la stricte observance templière, et va initier le rite écossais rectifié avec comme influence quelqu'un qui est assez spécial, qui est ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui le martinisme, qui est Martinez de Pasquali. Et là, on va rejoindre la gnose un peu des cathares, parce que lui pense qu'effectivement, il faut se réintégrer dans ce Dieu de lumière pour se détacher de la matière. Hein, donc c'est un peu ça, c'est un peu le gnostique. Avec un mélange un peu de Kabbalah ici, parce que ce monsieur était de confession juive, mais il a mélangé un peu christianisme, la Kabbale juive, etc., qui est gnostique. Et cela a influencé Villermoz, mais il s'en est quand même détaché, puisqu'il fut initié au martinisme, mais il s'en est quand même un peu détaché. Enfin, toujours est-il donc entre l'influence, la stricte observance templière, donc les Templiers, et Martinez de Pasquali, bon, il crée ce qu'on appelle aujourd'hui le rite écossais rectifié. Alors, rectifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme il est influencé par Joseph de Maistre, il retourne à la tradition primordiale, on va dire, maçonnique, donc c'est chrétien, c'est chevaleresque, avec une identité templière, d'accord? Et en gardant cette idée un peu gnostique, d'initiation, de secret initiatique, mais qui en réalité n'est pas un secret, hein, c'est tout simplement de penser que Dieu est en chaque être humain, mais que voilà, quoi, il n'y a pas de secret, il n'y a pas quand vous êtes initié à la franc-maçonnerie, vous allez y trouver ce que vous cherchez en réalité. Donc moi à cette époque j'étais beaucoup, il y a longtemps, hein, donc j'étais jeune, moi je m'intéressais aux Templiers, etc. Voilà, c'est ce que j'y ai trouvé, mais il n'y a aucun secret en dehors de ça. Vous allez y trouver ce que vous voulez, dans des rites qui sont tout à fait, je dirais ordinaires, dans le sens où c'est respecter son prochain, c'est voilà, c'est très peace and love. Hein, il faut garder, certes, des secrets, etc., mais c'est de l'entraide, c'est de la fraternité. Hein, bon, voilà, il n'y a rien de bien spécial. En tout cas, moi, dans mon rite, nous ne vénérons pas Satan, nous ne faisons pas de sacrifice à Satan, et ainsi de suite. C'est tout à fait le contraire. Voilà, d'accord. Donc, alors, le côté gnostique existe, ça c'est vrai, dans le sens où il y a une forte influence templière dans le rite écossais rectifié, et les Templiers, historiquement, ont sans doute reçu des connaissances
des religions orientales, c'est-à-dire aussi bien musulmanes que juives. Et ils ont essayé pareil, un peu comme pour les gnostiques, ils ont essayé un peu de réunir tout cela dans une nouvelle croyance, si vous voulez. Il y a un symbole qui est très connu des Templiers, vous savez, c'est les deux chevaliers chevauchant le même cheval. Alors ça voudrait peut-être dire, effectivement, la religion musulmane et la religion chrétienne réunies au sein d'une seule et même religion. Voilà. Mais c'est quelque chose qui est en soi gnostique, hein. Ça veut dire qu'on essaye d'arrêter les clivages, de se réunir ensemble et de se dire, en réalité, il y a le bien, il y a le mal, faisons le choix du bien, soyons nobles, chevaleresques, et arrêtons de nous disputer sur le sexe des anges. Il y a des choses plus importantes. Bon, voilà un peu le tableau. Alors maintenant, je vais faire une petite... petit point historique de rappel, la franc-maçonnerie a eu une influence, il y a une influence, entre guillemets, de l'Ancien Testament, kabbalistique, oui, un peu, peut-être, mais qui a elle-même subi l'influence gnostique pré-juive. Donc, bon, alors à ce moment-là, il faudrait remonter à l'Égypte, il faudrait remonter à la Perse, voilà. Donc, à un moment donné, il faut s'arrêter. Et de se dire, oui, il y a une influence gnostique, les Templiers ont certainement eu une influence gnostique également, et la franc-maçonnerie, en cela, est une école spirituelle dans laquelle vous allez essayer de transcender les clivages pour essayer non pas de créer la religion mondiale, non, enfin, en tout cas, dans le rite dans lequel j'étais, c'était un rite traditionnel, traditionnaliste, fortement marqué par Joseph de Maistre. C'est tout le contraire, mais c'est une sorte d'amour universel. Et en cela, il n'y a pas de mal. Je veux dire, aimons-nous les uns les autres. Hein. Alors, maintenant, il faut aussi bien comprendre que le Christ est tout à fait présent dans la franc-maçonnerie. Hein. Alors, dans d'autres rites, qui sont souvent décriés comme sataniques par certaines personnes, les 33 degrés, c'est l'âge du Christ. D'accord ? En réalité, beaucoup disent que la franc-maçonnerie a été inventée, enfin faite par des juifs pour contrôler les non-juifs, hein, ou les ramener d'une manière cachée et détournée sous leur emprise kabbalistique. Mais moi, je dirais que c'est le contraire. Ces braves protestants, ces braves pasteurs protestants qui ont créé en 1717 la constitution de la franc-maçonnerie moderne, je pense que c'est le contraire plutôt. Ils voulaient ramener les non-chrétiens, musulmans, juifs, vers la chrétienté. C'est plutôt l'inverse. Alors, je vais maintenant terminer sur une histoire intéressante. Une histoire intéressante qui touche les Templiers et qui touche la franc-maçonnerie. Et c'est quelque chose qui n'est pas très connu. Alors, donc, la flotte templière s'échappe de La Rochelle. Ça, c'est historique. Hein. On n'a jamais, d'ailleurs, Philippe le Bel n'a jamais trouvé de trésor. Hein. Le trésor des Templiers n'a jamais été trouvé. On l'a cherché et on le cherche toujours. Hein. Donc, c'est peut-être que cette flotte qui s'échappe de La Rochelle, une flotte relativement importante, hein, tout de même. Hein, les Templiers avaient quand même une flotte, peut-être au moins une dizaine de bateaux, de tailles différentes, mais enfin, il y en avait des assez grands. Alors, cette flotte s'échappe, va en Écosse, en partie en Écosse, peut-être aussi au Portugal, parce que la franc-maçonnerie, les Templiers ont continué d'exister au Portugal. Hein, d'accord. Alors, les Templiers s'échappent en Écosse, une partie s'échappe en Écosse. En Écosse, ils retrouvent sans doute des liens familiaux avec les Sinclair, etc. Enfin, en tout cas, ils se réinstallent en Écosse.
Et il est possible, alors les Vikings, alors le nord de l'Écosse, toutes les îles du nord de l'Écosse ont un lien historique avec la Norvège, avec les Vikings norvégiens depuis toujours. Et on sait que les Vikings sont allés jusqu'au Vinland, hein, c'est-à-dire en Amérique du Nord, hein, par l'Islande, le Groenland, et en redescendant le Canada. Et ils ont nommé ces terres le Vinland parce qu'il y avait de la vigne. Donc ça c'est tout à fait historique. Et il serait possible que les Templiers aient voulu cacher leur trésor, tout de moins amener leur trésor, parce qu'eux connaissaient le Nouveau Monde, avaient connaissance du Nouveau Monde, et auraient été sur Oak Island, retenez bien ce nom, et auraient peut-être amené le trésor des Templiers. Alors, qu'est-ce que c'est que le trésor des Templiers? Bonne question. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être l'Arche de l'Alliance, ça peut être le sang royal, le Saint Graal, hein, le fait que Jésus ne soit pas mort sur la croix, mais c'est son frère, qu'il serait venu en France. Bon, ça c'est un peu du mythe, hein, mais enfin, toutes ces histoires, et que les descendants de Jésus, donc, se soient mélangés avec les Mérovingiens, les rois de France, hein, le sang royal, le sang bleu, et ainsi de suite. Bon, ça c'est le mythe. Mais peut-être que les Templiers sont peut-être partis en Amérique, auraient mis une partie de leur trésor sur Oak Island. Alors Oak Island, c'est une île, je vous invite à aller regarder sur Internet, dans laquelle on a cherché un trésor. Alors au début c'était un trésor de pirates, etc. Maintenant le trésor des Templiers. Bon, enfin, donc on a trouvé des fondations, on a creusé. Il y a eu des pièges, de l'eau qui s'engouffre. Bon, il y a quelque chose d'intéressant à voir, c'est disponible sur Internet, vous le trouverez facilement. Voilà. Enfin, donc le trésor peut-être, non, mais il y a quelque chose d'autre. L'emblème de la flotte des Templiers ressemble très bizarrement à l'emblème, le Jolly Roger des pirates. Vous savez, c'est la tête de mort et les deux tibias, les deux fémurs. Alors, y a-t-il un lien entre cette flotte templière et la piraterie? Peut-être. Peut-être. Pourquoi? Parce que ils auraient peut-être voulu cacher ce trésor, ou cacher le Nouveau Monde. Et il faut savoir que Christophe Colomb, du côté de sa femme, au Portugal, son père faisait partie des Templiers portugais. Et quand les Templiers sont allés en Écosse, ils avaient avec eux un pilote vénitien et qui a fait une carte, hein, la Zénomap, la carte de Zéno. Et sans doute que Christophe Colomb n'est pas parti comme un fou à l'aventure. Non, il savait à peu près où il allait. Il aurait eu connaissance des voyages des Vikings et ensuite des Templiers écossais, hein, vers le Nouveau Monde. Donc il savait à peu près où il allait. C'est possible. Toujours est-il que le premier acte de piraterie, c'est sur le 3e voyage de Christophe Colomb. Le 3e voyage de Colomb, enfin de sa flotte, fut attaqué par un bateau, et c'est le premier acte de piraterie, on va dire recensé, parce qu'il a été recensé. Et les pirates, il faut bien comprendre que les pirates avaient une organisation tout à fait fraternelle. D'accord ? Ils étaient assez organisés en réalité. Il y avait d'abord, le capitaine était élu. Il y avait des caisses de sécurité sociale pour les pirates, hein, en cas de perte d'une jambe, d'un œil, etc. Il y avait une caisse de solidarité, une assurance maladie, vie. Donc ils étaient très organisés. C'était une démocratie avant l'heure, fraternelle. Donc ils auraient peut-être hérité en cela des Templiers, des francs-maçons écossais. Il y a peut-être une filiation, quelque chose à suivre. Il y a des symboles, des choses qui sont historiques et qui sont intéressantes. Le dernier point à ce sujet, et ce sera la conclusion de cette vidéo, il y a un personnage très intéressant, un pirate, Jean Lafitte,
qui a participé à la deuxième guerre d'indépendance des États-Unis, et qui fut initié à la franc-maçonnerie à la Nouvelle-Orléans, ça on le sait. Et ce monsieur, qui fit fortune dans le commerce, hein, bon, il a été pirate assez jeune, mais enfin, après c'est plutôt dans le commerce à la Nouvelle-Orléans. Ce monsieur aurait voyagé en France et aurait rencontré à Paris Engels et Marx. Et il aurait été choqué de voir la pauvreté qu'il y avait à cette époque. Et il aurait financé la première publication de Marx. Alors, c'est intéressant, puisque ça voudrait dire qu'il y aurait une filiation historique entre ces idées de fraternité qui sont assez maçonniques, hein, puisque la franc-maçonnerie est une école spirituelle. Ce n'est pas une religion, hein, attention, ce n'est pas une religion, il faut bien le comprendre, mais c'est une école spirituelle qui a comme volonté l'amour des uns des autres et une société, on va dire, idéalisée, où l'humain peut vivre en paix, dans un partage, dans une équité. Donc il y a des idées un peu chrétiennes au premier sens du terme, c'est-à-dire de Jésus, hein, ce révolutionnaire communiste, hein, qui a lutté contre l'argent des pharisiens et qui voulait que chaque humain puisse vivre dignement. Donc il y a peut-être une filiation gnostique qui viendrait des Esséens de Jésus, en passant un peu par les Cathares, etc., jusqu'à l'Écosse, les Templiers, les francs-maçons écossais, et jusqu'aux pirates, qui étaient une société dans la société, une démocratie avant l'heure, un système assez particulier d'équité, de partage. Le capitaine était élu, il y avait une caisse de sécurité sociale, il y avait des assistances aux frères, il y avait des hôpitaux, enfin je veux dire, voilà, c'était quelque chose. Et ce Jean Lafitte qui rencontre Marx, hein, le capitaine Lafitte qui rencontre Marx au XIXe siècle, et Frédéric Engels, et qui finance la publication, qui aurait financé la publication de Marx. C'est quand même assez intéressant. Bon voilà, cette vidéo va se terminer. Donc pour résumer, j'ai parlé de la franc-maçonnerie que j'ai connue pendant 17 ans. Je le redis, nous ne faisions pas d'offrande à Satan, c'est tout l'inverse. C'était le rite dans lequel j'ai été, le rite écossais rectifié de Villermoz, et sous l'influence de Joseph de Maistre. C'est un rite plutôt traditionnaliste, chrétien, chevaleresque, influencé par les Templiers, voilà, il faut aider la veuve et l'orphelin. Ce que moi j'ai vécu est tout à fait noble. Je n'ai vu aucune exaction. Alors oui, les francs-maçons travaillent dans l'enceinte du temple du roi Salomon. Oui, parce que c'est une influence qui vient des bâtisseurs de cathédrales. Mais pour moi c'est l'inverse. C'est plutôt les francs-maçons qui voudraient ramener les juifs à la chrétienté et pas l'inverse, hein. Et comme ce fut, en 1717, ce fut des pasteurs à l'origine de la franc-maçonnerie moderne, les protestants se rattachent beaucoup à l'Ancien Testament, mais la volonté de Anderson était, après toutes ces guerres religieuses en Europe, fut de créer une école spirituelle chrétienne pouvant réunir catholiques et protestants. Hein, pour moi, c'est plutôt ça.
Bon, voilà. Maintenant, il y a d'autres rites dans lesquels je n'ai jamais été. Peut-être qu'il s'y passe d'autres choses. C'est possible, je le répète, il y a énormément de différentes maçonneries. Il y a des rites égyptiens, il y a des rites perses. Je veux dire, voilà, il y a des maçonneries musulmanes. Donc, je veux dire, c'est très varié. Hein. Il y a des maçonneries totalement athées, le Grand Orient, très politique, socialiste. Donc voilà, je veux dire, mais l'origine serait bien de ces travailleurs, de ces guildes de constructeurs en Écosse, hein, qui travaillaient pour les moines bénédictins, hein, à la construction des cathédrales, qui à un moment donné, à cause de l'édit de Shaw, ont fait rentrer au sein de leur loge des spéculatifs, des gens sachant écrire, pour pouvoir faire le secrétaire. Hein, ça, c'est l'origine. Voilà. Et après, qu'il y ait des influences templières, oui, c'est tout à fait possible. Qu'il y ait des influences gnostiques, c'est tout à fait possible. Jean le Baptiste était quand même un personnage étrange, une sorte de gnostique. Jésus aurait sans doute pu être influencé par les Esséens. Peut-être qu'il n'est pas mort sur la croix. Voilà, ce sont ça un peu tous les petits secrets qui véhiculent dans la franc-maçonnerie, dans la mythologie franc-maçonnique, hein, parce que c'est une mythologie. Voilà, mais les rites en tant que tels, parce que, une fois de plus que j'ai vécu pendant 17 ans, sont absolument tout à fait nobles. C'est contre l'argent, c'est contre l'abus, c'est dans une démarche éthique personnelle d'aide à la veuve et à l'orphelin, de respect profond à l'État et à l'Église. Voilà, donc voilà ce que j'avais à dire sur la franc-maçonnerie. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, a apporté quelques points d'éclairement. N'hésitez pas à faire des commentaires et je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir écouté.